the kind of guy, or even not just wrecking. Monte avec moi. Oui. Ben, une chaque barre. Que livre. Que vous soyez dans le cadre de la caméra. Ça va? OK. Bon, alors, bonjour tout le monde. Je suis accompagné de la conjointe de Toufik Ben-Amish, Madame Kaina Ben Saadi, à ma droite. Et puis, Madame Linda Pellerin, une collègue de M. Ben-Amish qui travaille à la ville de Laval et qui est l'instigatrice de la pétition qu'on a déposée ce matin. La pétition 1646 qui dénonce le fait que depuis le 7 juillet 2017, M. Toufik Ben-Amish est détenu à Cuba. M. Ben-Amish est un citoyen canadien résident de ma circonscription à Mascouche et détenu parce qu'il a été injustement jugé et condamné à 4 ans de prison ferme pour ce qu'on a appelé là-bas un homicide par imprudence. Alors, il est encore détenu malgré le fait que le 13 avril 2018, le tribunal suprême populaire de Cuba a annulé toutes les accusations criminelles et reconnu que M. Ben-Amish avait été non seulement victime d'un accident, mais d'un processus judiciaire vicié. Or, malgré tout, les autorités cubaines refusent de le libérer, refusent qu'il revienne en territoire québécois, et les autorités consulaires canadiennes ne font aucune demande pour qu'il puisse quitter l'île de Cuba. Alors, la pétition demande à la ministre des Affaires mondiales, Mme Freeland, de prendre tous les moyens pour s'assurer qu'il est traité de façon impartiale, juste et équitable, et de le ramener ici, au Québec. Et je vais revenir tout à l'heure sur certains détails. Mais je vais d'abord passer la parole à Madame Pellerin, qui est l'instigatrice de la pétition. Et ensuite, Kaina Ben Saadi va aussi vous adresser la parole. Allez-y. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé à créer une pétition? Devant une telle injustice, il fallait agir. Il faut agir. C'est moi qui est ici derrière le micro, mais il y a 1636 personnes, collègues, amis, peu importe, qui ont réagi en signant la pétition, demandant au gouvernement leur support, puis leur implication. Tout fait que c'est mon confrère de travail, une personne intègre. Il y a 2 jeunes enfants qui ne voient plus grandir. Ça fait 1 an, 2 mois et 18 jours. Il faut que le cauchemar cesse. Doit-on avoir peur de voyager à Cuba? Au cas où quelque chose arrive puis qu'on soit laissé à nous-mêmes, sans que le support du gouvernement soit là? Doit-on boycotter la destination voyage? En tant que Québécois, je penserais. Ça aurait pu arriver à chacun d'entre nous. On demande simplement au gouvernement d'agir, faire quelque chose puis d'arrêter le cauchemar. Je vous remercie. Bonjour. Je vais commencer par remercier les 1636 personnes qui ont signé cette pétition. Je veux aussi remercier Mme Linda Pellerin et au travers elle tous les collègues de la ville de Laval, M. Thériault pour son soutien indéfectible, tous les amis, tous les voisins, tous les gens qu'on ne connaît pas qui nous envoient des messages de sympathie tous les jours. Nous sommes partis en vacances l'été dernier à Cuba. Et comme n'importe quelle famille canadienne, nous avons pris une excursion dans le catalogue d'un voyagiste connu. Nous sommes partis passer une belle journée sous le soleil avec nos enfants. Nous avons choisi une excursion d'apparence sécuritaire, sans risque. Nous avons fait confiance à ce moment-là au professionnalisme et à la sécurité de la compagnie Sunwing avec laquelle on avait pris l'excursion. Malheureusement, cette excursion a été exécutée par une compagnie cubaine et les employés, les guides qui étaient en charge de l'excursion ont violé plusieurs normes de sécurité,
en mettant nos vies en danger et celles de plusieurs touristes. Ceci a engendré un accident au cours duquel Mme Anne-Marie Innis est décédée malheureusement. Il s'ensuit une enquête pour déterminer les responsabilités au cours de cet accident et mon mari est depuis retenu sur l'île de Cuba. En août 2017, il y a une communication du ministère des Affaires étrangères cubain qui précise au gouvernement canadien que les employés ont effectivement violé plusieurs lois et il précise également que ces personnes-là sont accusées dans le processus avec lui. Dans cette note diplomatique, il n'est mentionné aucune erreur ni aucune imprudence qu'aurait pu commettre mon conjoint. Nous avons demandé alors au gouvernement canadien de répondre à cette note diplomatique et de supporter sa demande de revenir au Canada pour attendre les résultats de l'enquête, mais c'était sans compter sur le soutien du gouvernement du Canada, qui ont refusé et qui ont dit que ça ne faisait pas partie des coutumes diplomatiques du Canada. En septembre 2017, les conclusions du procureur sortent et il nous explique que finalement, les autres accusés ont été exclus suite à un échange entre le juge et le procureur. Nous comprenons qu'à ce moment-là, il y a des manigances et des arrangements qui se font et nous demandons au gouvernement d'envoyer un observateur pour assister au procès en se fiant au guide à l'intention des Canadiens emprisonnés à l'étranger qui stipule que chaque citoyen canadien a droit à un processus judiciaire juste et équitable. Mais malheureusement, le gouvernement refuse. Nous écrivons au premier ministre et à la ministre Freeland, mais sans succès. Il se produit alors un simulacre de procès au cours duquel mon conjoint est condamné à 4 ans de prison. Son avocat qualifiait sa condamnation à ce moment-là d'injuste et de sauvage et nous décidons de faire appel. En juin 2018, la décision de la Cour suprême sort et annule toutes les accusations, de même que toutes les mesures qui ont été associées à cette accusation-là, pour vice de procédure pénale et admet toutes les violations qui ont été commises par les employés et toutes les violations donc des normes de sécurité. Malgré ça, le gouvernement cubain refuse à mon conjoint le droit de sortir et nous précise qu'ils doivent recommencer l'enquête et qu'il doit être retenu sur l'île de Cuba jusqu'à la fin de l'enquête. Même si aucune accusation ne pèse contre mon conjoint, le gouvernement canadien refuse de nous aider à le sortir de là. Aujourd'hui, mon conjoint est retenu depuis 14 mois sur l'île de Cuba. Il a subi 2 procès et aucun de ces procès n'a pu déterminer une quelconque imprudence de sa part. Son avocat dit que c'est l'injustice la plus flagrante qu'il a pu voir depuis toute sa carrière. La justice cubaine multiplie les violations. Et malgré ça, le gouvernement canadien continue à appliquer la politique de l'autruche en refusant de voir qu'il y a un problème et qu'il faut agir. J'interpelle aujourd'hui le Premier ministre et Mme Freeland pour qu'ils agissent dans le dossier, parce que leur manque d'agissement est une participation active à la violation de ces droits fondamentaux, celui de la liberté. Dans ce dossier-là, on a tout fait avec les instances prévues. Vous remarquerez que on n'a pas fait de petite politique avec ça. On n'a pas non plus amené le débat en chambre. On n'a pas posé de questions là-dessus. Par contre, on travaillait avec le ministère de Mme Freeland. On essayait d'avoir une position cohérente, des explications devant leur attitude à observer seulement et ne rien faire. Les affaires consulaires aussi. On a travaillé avec ces instances-là et finalement, on paie des gens qui sont là à jouer aux observateurs plutôt qu'à intervenir. Ils auraient pu intervenir avant la condamnation, ils ne l'ont pas fait. Ils pourraient intervenir maintenant, ils ne le font pas. Ici, là, au Canada, là, quand la Cour suprême là, dit « J'enlève les accusations, processus judiciaire vicié », on ne te garde pas incarcéré. Tu t'en retournes chez vous, tu t'en retournes dans ta famille. Moi, j'ai rencontré l'ambassadrice, Mme Vidal. Je l'ai rencontrée au mois de mai, début mai. Et je voulais savoir c'était quoi les opportunités qu'on avait là. C'était quoi les plans, là. Les options. Il y avait
où le tribunal, la Cour suprême, maintenait la peine, où elle la diminuait, où elle décidait d'annuler la peine, ou encore elle décidait d'expulser M. Ben-Amish. On apprend, vous voyez que c'est très très long, hein, parce que le 30 avril, le jugement a été fait et on en a eu connaissance seulement, M. Ben-Amish, au mois de juillet. Imaginez. Et au mois de juillet, la Cour annule tout. Ben, à partir de là, comment se fait-il que le bureau de la ministre, pourquoi la ministre n'a pas envoyé une directive administrative au consulat à Cuba pour reconduire monsieur aux frontières et dire aux autorités cubaines, il s'en retourne dans sa famille. Avez-vous un problème avec ça? Est-ce qu'il a des accusations? Ah, il y a une enquête. Ah, il y a une enquête? Oui. Vous pensez qu'il sera cité à procès éventuellement? Nous nous portons garant. Nous allons vous le ramener. Nous nous portons garant. Inquiétez-vous pas pour ça. C'est facile à faire. C'est une situation et une décision et une décision politique et diplomatique. Ça se fait. Je m'étais aussi questionné avec l'ambassadrice si jamais le verdict, la condamnation était maintenue, ben de pratiquer tout de suite un transfèrement, c'est-à-dire faire en sorte que monsieur puisse purger sa peine au Québec et ne pas être privé de la relation avec ses petites filles 5 ans et 7 ans. Imaginez-vous, là. Ça fait depuis le 7 juillet 2017 que ces enfants-là sont privés de leur père alors qu'il est accusé de rien. Puis le ministère, le consulat, Mme Freeland ne fait rien. C'est ça, la défense des droits fondamentaux des citoyens canadiens à l'étranger. J'espère que le message est clair aujourd'hui. Merci. C'est moi, ça. Évidemment, si vous savez que si on approche le ministère ou le secrétaire parlementaire en charge des affaires consulaires va dire vie privée, on ne peut pas commenter le dossier. Alors, est-ce que je peux savoir, ils ont sûrement posé des gestes. Vous avez eu des services consulaires. Qu'est-ce que vous avez eu comme service consulaire? Qu'est-ce que votre conjoint a eu comme service consulaire là-bas? Les seuls services consulaires qu'on obtient, c'est des mises à jour au dossier. Et souvent, quand l'information vient par le biais de la mise à jour, nous l'avons déjà. Je vais vous dire, les affaires consulaires n'ont même pas été capables de nous conseiller un avocat compétent. Nous leur avons demandé au tout début, mon conjoint est retenu dans un pays où est-ce qu'il ne parle pas la langue, où est-ce qu'il ne connaît personne. Nous leur avons demandé de nous conseiller quelqu'un de compétent. Mais ils ont refusé en stipulant qu'il pouvait être en conflit d'intérêts. Alors si un service consulaire aussi fondamental et aussi simple à faire n'a pas été exécuté, ça vous donne une idée du genre de service consulaire qu'on a pu recevoir. Et là-bas, il n'a pas reçu de visite des services consulaires non plus pendant... Jamais personne ne lui a rendu visite. Il demande à rencontrer... Il a demandé... Il a demandé à rencontrer le consul depuis le mois de janvier et c'est seulement au mois de juin qu'il a réussi à avoir une rencontre avec le consul. Alors, et c'est après avoir insisté plusieurs fois. Mais c'est lui qui s'est déplacé. Personne qui est venu le voir. Oui, d'accord. Mais il a rencontré donc le consul canadien au mois de juin. Et il a obtenu quelque chose de lui ou rien? Rien. Ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas intervenir dans le processus judiciaire d'un pays souverain. Et c'est le message qu'on nous répète depuis le début. Et c'est quoi exactement sa situation physique là-bas? Il n'est pas en prison? Non. Et où? Il vit comment? Il fait quoi? Il n'a jamais été en prison. Il a toujours loué des studios ou des chambres dans ce qu'on appelle des casas qui existent à Cuba. Et il vit de quoi? Il vit... c'est moi qui finance toutes ses dépenses. Je sais que vous avez aussi intenté une poursuite, je pense, contre Sunwing. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est allé quelque part? Non, c'est en cours. C'est en cours. Il n'y a pas de nouveau dans le dossier. Alors, idéalement, il se passe quoi, cette pétition-là? Vous auriez quoi avec ça? J'apprécierais que Mme Freeland se porte garante de Toufik pour qu'il puisse revenir au pays en attendant que l'enquête se termine et en attendant que le procureur ponde ses nouvelles conclusions. Et la
raison pour laquelle on ne vous donne pas ça jusqu'à maintenant, bon, ça fait donc 1 an. La réponse, quand vous le demandez, faites-moi-le revenir, ils vous disent on ne peut pas parce que... Nous ne pouvons pas intervenir dans le processus judiciaire d'un pays souverain. Ça se comprenait à partir du moment où il y avait une condamnation et qu'il y avait un appel. À partir du moment où il y a une condamnation, effectivement, là, tu peux pas intervenir. Mais à partir du moment où il y a eu le jugement de la Cour du tribunal suprême populaire de Cuba, là, c'est le temps d'intervenir. C'est vraiment de l'ordre d'un dossier diplomatique et consulaire. D'ailleurs, l'ambassadrice, quand je l'ai rencontrée, elle me disait que elle avait eu vent du problème à partir du moment où Mme Gruda avait écrit son article et que c'était maintenant rendu un problème qu'il traitait à l'ambassade de Cuba. Mais essayer de rejoindre ces gens-là, ils se sont fait très, très, très discrets. On a eu plein de problèmes depuis qu'on connaît le jugement de la Cour, puis que monsieur est libre, au fond, de toute condamnation. On a eu peine à communiquer avec ces gens-là. Alors, tu sais, le minimum, là, ce serait que Mme Freeland puisse rencontrer Mme Ben-Saadi, hein, dans les plus brefs délais, qu'elle puisse nous démontrer qu'elle connaît le dossier, qu'elle a eu au moins la décence de mettre les yeux dans ce dossier-là. Ça, c'est important. Et ensuite, il me semble que c'est très facile pour les autorités canadiennes qui ont toujours eu des bonnes relations avec Cuba. À partir du moment où il n'y a aucune accusation maintenant contre M. Ben-Amish, de le faire revenir pour qu'il puisse voir ses filles et que ses filles puissent profiter de leur père. Parce que là, c'est quasiment rendu une question humanitaire. Et M. Trudeau est bon dans ces questions humanitaires. Il fait des grandes leçons à travers la planète. Il faudrait qu'il s'occupe de son monde, là. Je voudrais ajouter aussi que des avocats cubains qui sont habitués à traiter avec l'ambassade de Cuba nous ont aussi expliqué que l'ambassade pouvait demander une libération sous caution. Puis Toufik aurait pu revenir en attendant les nouvelles conclusions de l'enquête. Mais on a demandé à plusieurs reprises sans succès. Son avocat là-bas a demandé une libération sous caution et un juge l'a refusé? Nous avons eu l'avis d'un avocat qui disait qu'il était possible pour lui de demander à l'ambassade de demander une libération sous caution. C'est-à-dire les autorités consulaires demanderaient que mon conjoint soit libéré sous caution en attendant que les conclusions, les nouvelles conclusions sortent. Ça ne peut pas se faire de manière privée. Il faut que ça passe par le consulat. Son avocat lui-même ne peut pas simplement demander une libération sous caution. Non. Merci.